Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand une cité médiévale décide de faire la fête et que l'invité d'honneur est un organisme microscopique avec une sérieuse vendetta contre l'humanité? Eh bien, accrochez-vous, mes cocos, car ce soir, nous plongeons tête baissée dans la peste Loire la plus curieuse des mondanités humaines, un événement propagateur du siècle qui combinait une hygiène déplorable, des conseils médicaux encore pires et des puces dotées. Je ne peux que le décrire ainsi, d'un sacré caractère. Nous posons la grande question: qu'auriez-vous pu faire pour en sortir vivant? Et non, ne tombez pas malade, ne compte pas, petit malin. Alors, avant de vous installer confortablement, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous, mais seulement si vous appréciez sincèrement cette chose historique. Et dites-moi en commentaire d'où nous écoutez, c'est toujours fou de voir qui se joint à notre petite leçon d'histoire morbide. Maintenant, baissez les lumières, mettez peut-être un ventilateur pour ce léger bourdonnement d'ambiance et plongeons en douceur dans notre voyage de ce soir. Commençons par votre premier choix de vie et probablement le plus crucial. Où allez-vous poser votre derrière médiéval si vous avez juste lâché sans réfléchir une ville animée du siècle, pleine d'opportunités et de culture? Alors félicitations, vous êtes déjà mort à 905, voire plus. Les villes pendant la peste Loire n'étaient pas de charmantes cartes postales médiévales avec leurs fromageries artisanales, c'étaient des bottes de pétri surpeuplées, sales, infestées de germes, étonnamment enthousiastes à l'idée de jeter leurs déchets dans les rues. Imaginez des milliers de personnes entassées dans des bâtiments en bois branlant, pas de plomberie, aucun assainissement, et des rats si à l'aise qu'ils devaient avoir leur place attitrée à la taverne du coin. Les centres urbains comme Londres, Paris et Florence n'étaient pas juste des villes, ils étaient le buffet à volonté la peste, et vous, mon ami, le plat de résistance. Espace confiné, vérifié, égouts à ciel ouvert, doublement vérifié, bétail vivant à l'intérieur, vous pariez vos bottes infestées de peste. Ces endroits étaient des foyers de contact humain, d'activités parasitaires et d'odeurs si nauséabondes qu'elles causaient probablement des dommages spirituels. Si les agents pathogènes aéroportés ne vous attrapaient pas, le traumatisme psychologique des odeurs quotidiennes le ferait probablement. Vous n'aviez même pas besoin d'être malade vous-même, juste à portée d'éternuement de quelqu'un qui l'était. Marché église, bain public et lors des rares occasions où ils étaient réellement ouverts, et auberge, chacun d'eux était une véritable botte de sardines conçue pour une transmission maximale de maladies. Les puces adoraient ça, les rats prospéraient comme s'ils avaient gagné le gros lot des rongeurs, et vous, le citadin, ne s'essayant d'acheter des oignons artisanaux, étiez à une piqûre d'une défaillance généralisée. Vos chances de vous en sortir étaient plus minces que le régime d'un moine médiéval un jour de jeûne. Maintenant, contrastons ce charmant cauchemar urbain avec la campagne. Oui, elle avait ses inconvénients. Nous parlons d'isolement d'un temps capricieux et de l'occasionnel oie en colère en pleine crise existentielle. Mais surtout, elle avait de l'espace. Vous aviez moins de voisins, des foules significativement plus petites et considérablement moins de rats par mètre carré. Si vous viviez dans une ferme ou dans un village endormi, niché en haut d'une colline, où l'humain le plus proche vivait à bonne longueur de chèvre, vos chances de survie montaient en flèche plus vite qu'une vache catapultée du Moyen-Dige. Encore mieux, les monastères isolés. Certains ordres religieux comme les Chartreux pratiquaient un silence et un isolement quasi totaux dans le cadre de leur cheminement spirituel. Leur mode de vie n'était pas explicitement conçu pour survivre à la peste, mais il s'est avéré être l'équivalent médiéval d'une bulle de quarantaine d'élite. Parlez-moi d'une astuce de survie accidentelle. En bref, si vous teniez à vos poumons, à vos précieuses cellules sanguines rouges et à votre existence continue, le meilleur coup en 1938 s'éloignait le plus cible des autres,
légalement ou, soyons honnêtes, illégalement. Annulez vos voyages, quittez le marché plus tôt, et si quelqu'un, n'importe qui, vous dit « tu, ce n'est probablement pas si grave », c'est votre signal pour prendre votre cap, votre dernière miche de pain, et déguerpir de la ville, comme si votre vie en dépendait, parce que ce coup, elle en dépendait. Très bien, imaginez ceci, nous sommes aux Entre-Quarante-Na, et quelqu'un dans votre voisinage émet un éternuement particulièrement humide. Faites-vous très impoliment demander s'il va bien. Veuillez lui offrir une gousse d'ail, parce que vous savez, la médecine médiévale, où sait courir comme si votre vie en dépendait, parce que, surprise, surprise, c'est absolument le cas. La bonne réponse, mes amis, et c'est toujours c'est. L'époque, personne n'avait la moindre idée de ce qu'est un virus. Il n'avait même pas entendu parler de bactéries, mais il comprenait une chose incroyablement vitale, très. Si quelqu'un près de vous commençait à transpirer abondamment, à tousser comme un âne mourant ou, à Dieu ne plaise, à saigner de places étranges et inattendues, il était temps de devenir un reclus à part entière. La distanciation sociale n'avait pas encore de hashtag accrocheur, mais les survivants la pratiquaient avec une ferveur religieuse. On pensait que la peste se propageait par le mauvais air, aussi appelé miasme, ce qui n'était pas entièrement exact. Attention, c'étaient les puces, pas le brouillard, mais accidentellement, éviter les autres humains qui pextaient le malheur imminent était une excellente stratégie. Les gens qui se sont retirés tôt à la campagne, dans un chalet familial, n'importe où qui ne débordait pas d'accès de tous suspects, avaient des chances dramatiquement meilleures de s'en sortir vivants. Des familles entières ont survécu en fermant simplement leurs portes et en ne la rouvrant que l'année suivante. Cela a-t-il mis les relations à rude épreuve? Absolument. C'était-il incroyablement gênant lorsque votre cousin Grégoire venait frapper, mendiant de la soupe et éternuant par le trou de la serrure? Extrêmement. Mais le laisser entrer aurait pu signifier que vous seriez tout mort avant dimanche, donc pas de soupe pour cousin Grégoire. Certains nobles et familles riches ont même emballé toute leur vie et ont fui leur ville au tout premier murmure de la peste. La riche famille Boccace, par exemple, a fameusement fait ses valises à quitter Florence, ridistanciation sociale avec du bon vin, de la poésie éloquente et absolument aucun contact avec les paysans. Malin, c'est Boccace. Pendant ce temps, les moins fortunés apprenaient à s'isoler par essai et erreur, surtout par erreur, tragiquement. Marché, festival, mariage, tout grand rassemblement était essentiellement un jeu de roulette microbiologique. Si vous aviez la pure volonté de les éviter, de rester chez vous et de parler à votre chat au lieu de votre voisin, vous aviez une réelle chance de survivre à la pandémie. Si simple, chaque intraction était une sentence de mort potentielle, et bien que les médiévaux n'aient pas de fils tweetés sur l'aplatissement de la courbe, ils ont compris très vite que moins de poignées de main signifiait plus d'anniversaire. Si vous avez eu la chance de survivre à la peste Loire, il y a de fortes chances que vous n'étiez pas paré de velours. Parlons de mode, et plus précisément de la façon dont vos choix vestimentaires pouvaient signer involontairement votre arrêt de mort. Un 348, la crème de la crème médiévale adorait les robes longues et fluides, les manches bordées de fourrures luxueuses et les tissus épais et ornés qui criaient « J'ai tellement d'argent !» et je ne compte absolument pas fuir rapidement. Mais pour une puce avertie, ce n'était pas du style, c'était un bien immobilier de premier choix, un complexe tout compris à plusieurs étages. La peste n'était pas particulière. Riche ou pauvre, si vous aviez du tissu et de la peau, vous étiez une proie facile. Mais plus vous étiez riche, plus vous portiez de couches et plus vous fournissiez involontairement d'espaces luxueux aux puces pour s'installer fonder une petite famille porteuse de la peste. De cette manière merveilleusement ironique, votre sens impeccable de la mode pouvait fonctionner comme une chaîne d'hôtels 5 étoiles pour parasites. Alors, qu'est-ce qui marchait réellement? La simplicité, mes amis.
les survivants avaient tendance à porter des tuniques plus courtes, moins de tissu en général, des manches plus ajustées qui laissaient moins de place aux skateurs, et du lin le seul tissu dont les puces n'étaient apparemment pas fauves. Point bonus si vous laviez vos vêtements plus d'une fois par saison, ce qui, oui, était considéré excessif selon les normes médiévales. Certaines communautés sont allées jusqu'à brûler des garde-robes entières, convaincues que la maladie s'accrochait aux étoffes. Ce n'était pas entièrement faux, tri. Les puces peuvent survivre plusieurs jours sans hôte et seraient ravis de faire du sto sur votre par-dessus préféré bordé de fourrure d'écureuils. Cette cape de velours, ce n'est pas une polaire si elle transporte aussi la mort microscopique. Les gens portaient aussi des accessoires, beaucoup d'entre eux. Mais les colliers de perles, les parfums fantaisistes et ces petits bouquets de romarin ne faisaient pas grand-chose pour arrêter la peste, à moins que vous ne comptiez sur le fait d'offenser le nez de tout le monde au point qu'ils gardent leur distance, auquel cas, bravo, vous pratiquiez la distanciation sociale par l'odeur sans le vouloir. Et si vous vous demandez pour l'armure, non, mon vaillant chevalier, ça n'aidait pas non plus. On ne pouvait pas combattre la peste à l'épée, bien que mourir en armure complète, parce que vous refusiez d'enlever vos gantelets assez longtemps pour vous laver les mains serait tout asprit l'esprit de certains guerriers médiévaux. Si vous espériez survivre à la peste Loire, la géographie est plutôt qu'un simple panorama. Elle pouvait littéralement vous sauver la peau, surtout si cette peau était située loin en hauteur. La science médiévale avait quelques lacunes béantes, ils ne savaient certainement pas ce qu'étaient les bactéries, mais ils remarquaient des schémas, comme le fait que les gens vivant sur des collines ne tombaient pas raides morts aussi vite que ceux des terres basses marécageuses. Coïncidence, et peut-être. Mais si le cadavre de votre voisin venait de tomber par-dessus la clôture, vous ne seriez probablement pas resté là exiger des études évaluées par des pairs. L'altitude offrait quelques avantages sournois. Premièrement, il est rare. Les petits chars de la mort de la peste détestaient grimper, ou plutôt ils détestaient rester en altitude, surtout là où la nourriture était rare et les températures chutaient. Plus la colline était froide, moins vous étiez susceptible d'accueillir un cuival de puces dans votre jardin. Deuxièmement, le vent. Les hauteurs signifiaient généralement une meilleure circulation de l'air, et bien que le mauvais air, ou miasme n'est pas à cause de la peste, fuir les ruelles stagnantes et putrides pour les brises vives du sommet de la colline était de toute façon une très bonne idée, au minimum. Cela vous épargnait l'arôme constant de la vie citadine médiévale, un charmant mélange de déjection humaine, de poils de chèvre et de désespoir existentiel. Les collines offraient également le luxe d'avoir moins de monde, c'est ça l'altitude plus l'isolement, un combo gagnant à n'importe quel siècle. Et ne pouvait pas se propager s'il n'y avait personne pour l'attraper et personne pour vous souffler dessus en faisant la queue au baril d'eau communal. Certains monastères et manoirs étaient déjà construits sur des hauteurs, non pas pour des raisons de peste, mais parce qu'ils aimaient la vue et détestaient être envahis. Mais quand la peste noire est arrivée, ces fondations semblaient soudain visionnaires, comme si elles avaient tout prévu. Vous n'aviez pas besoin d'être riche pour monter, même les bergers, les éleveurs de chèvres, et ce type excentrique qui parlait aux oiseaux avait la bonne idée, air frais, pas de voisins pour se plaindre, et une marche raide, dissuadant à la fois la peste et les visites impromptues. Et si quelqu'un de la vallée venait péniblement avec une toux et une histoire disant « il pense que c'est juste un rhume », vous aviez une excuse parfaitement valable pour faire rouler un tonneau sur eux en guise de légitime défense. Pour l'exactitude historique, bien sûr. Soyons clairs, les médiévaux n'étaient pas exactement célèbres pour leur amour enthousiaste du savon ou de l'eau ou, franchement, des limites personnelles. Au XVe siècle, la grande renaissance du bain avait connu un coup d'arrêt.
Les périodes médiévales antérieures avaient des bains publics, certains assez élaborés, mais au moment où la peste noire est arrivée, le bain était considéré avec une profonde suspicion. Les experts médicaux, et j'utilise ce terme avec une généreuse dose de sarcasme, et croyez fermement que l'eau chaude ouvrait vos pores et vous rendait plus vulnérable aux maladies. Autrement dit, se laver vous rendait plus susceptible de mourir. Ceci, bien sûr, était exactement l'inverse de la vérité. Les puces porteuses de la peste adoraient absolument la peau sale et non lavée. Surtout le genre de peau enfouie sous 3 couches de laine et des taches de ragoût du mois dernier. Les gens qui se baignaient, même rarement, étaient moins attrayants pour les parasites. Ils ne le savaient pas, bien sûr. Ils pensaient juste qu'ils étaient assez malheureux pour sentir le péché. Il s'avère que le péché aisantait la survie. Le savon n'existait, mais il était soit fait maison à partir de cendres et de graisse animale, et ce qui sonne rustique soit absurdement chais. Pourtant, certains survivants malins se lavaient régulièrement les mains et le visage, même si c'était plus par superstition que par science réelle. D'autres se baignaient avec des herbes, du vinaigre ou du vin, ce qui était significativement moins efficace, mais vous faisait sentir comme une salade sur laquelle quelqu'un avait prié. Les vêtements étaient un autre problème majeur. La lessive était faite peut-être une fois par mois si vous étiez riche, et impliquait généralement de battre vos vêtements contre un rocher en espérant que les poux comprendraient le message. Ceux qui prenaient le temps de faire bouillir leur linge ou de changer de tenue chaque semaine n'étaient pas exactement propres selon les normes d'aujourd'hui, mais positivement stériles selon les références de l'époque de la peste. Et n'oublions pas l'hygiène dentaire. Le dentifrice n'existait pas, mais mâcher des feuilles de menthe ou frotter du sel sur vos dents était une chose. Encore une fois, cela ne guérissait pas la peste, mais cela rendait vos conversations sur votre lit de mort légèrement plus tolérables pour les membres de votre famille restants. Alors un bain pouvait-il vous sauver la vie? Pas directement, mais il réduisait drastiquement vos chances de vous transformer en un banquet mobile de puces. De plus, cela vous séparait de la foule, littéralement. Les gens vous évitaient parce que vous sentiez étrangement propre. Et qui a besoin d'amis quand on a un système immunitaire fonctionnel? Ah, les médecins médiévaux trient des hommes d'une grande confiance, d'une hygiène douteuse théorisent encore pire. Si vous commenciez à attraper un peu la peste en 301 et déchidiez, je ferais mieux d'appeler un médecin. Félicitations, vous venez de faire votre dernière erreur fatale. Pour être juste, ils faisaient de leur mieux avec le peu qu'ils comprenaient, c'est-à-dire pour le moins absolument rien. La principale théorie médicale de l'époque était celle des 4 humeurs et le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. Si vous étiez malade, cela signifiait que vos humeurs étaient désespérément déséquilibrées. Le remède, vider quelque chose, généralement du sang, parfois votre dignité, souvent les deux. Alors vous arriviez en toussant du sang et il réagissait en vous collant des sensusques jusqu'à ce que vous ressembliez à une outre à vin dégonflée. Ou, pire, il vous coupait une veine pour laisser sortir le mauvais, ce qui avait l'effet secondaire malheureux de vous laisser sortir aussi. Définitivement. Puis il y avait les infâmes médecins de la peste, vêtus de leurs masques emblématiques et terrifiants avec d'oiseaux remplis de fleurs, d'herbes et d'épices. Le bec n'était pas une déclaration de haute couture, c'était leur version primitive et hilaramment erronée des pias. Ils pensaient vraiment que bonnes odeurs repoussaient le mauvais air, ce qui n'était pas totalement faux si vous définissiez fonctionner comme vous maintenir trop étourdi pour remarquer l'odeur écrasante de corps en décomposition partout. Ils portaient de longs bâtons de bois pour piquer les patients à une distance sur une canne pour vous pousser dans une fosse commune si les choses tournaient mal et beaucoup de sauge brûlée juste au cas où.
Les options de traitement étaient également créatives, frotter des oignons sur vos aisselles, car c'est là que vivent toutes les maladies apparemment. Boire des émeraudes pilées parce que l'éclat guérit toutes, porter un crapaud mort dans un sac autour du cou, et pour des raisons connues uniquement des occultistes médiévaux, ou s'asseoir dans des pièces enfumées jusqu'à s'évanouir. Un d'autres termes, si cela semblait stupide, atrocement douloureux ou hautement inflammable, c'était probablement prescrit. Ironiquement, les personnes qui s'en sortaient le mieux étaient souvent celles qui évitaient complètement les soins médicaux, comme les nonnes, les sages-femmes et les herboristes, qui s'en tenaient à l'hygiène de base, au pansement propre et au conseil révolutionnaire de rester calme. Leur traitement n'aurait peut-être pas guéri la peste, mais au moins il n'accélérait pas activement votre trépas. Au milieu de la peste noire, quand les villes se transformaient en morgues à ciel ouvert et que les médecins prescrivaient des oignons pour tout sauf la décapitation, un groupe improbable a tranquillement surpassé tout le monde dans le jeu de la survie, les moines, mais pas n'importe quel moine. Nous parlons du genre sédentaire avec vue de silence. Pensez aux chartreux, pas à ces frères mendiants affairés, les poches pleines de puces et de récits de malheur. Pourquoi la vie monastique offrait-elle un tel potentiel à l'épreuve de la peste? Pour commencer, les monastères étaient souvent isolés, perchés sur des collines ou nichés en pleine campagne isolée. Ils étaient conçus pour la prière tranquille et la réflexion solennelle. Pas pour le trafic, les fêtes bruyant aux auberges, surpeuplées avec ce type qui toussait bizarrement dans sa soupe. Puis il y avait les règles. La vie monastique n'était pas une fête sans limite. Elle venait avec une structure rigoureuse, tri-repas programmé, assainissement strict et selon les normes médiévales et un manque suspect de contact physique, ustensiles partagés, peu probables, spirituellement découragés, à la limite du péché capital, orgie au bain public. Absolument pas, cela ne se passait certainement pas. Ils avaient aussi accès à leur propre nourriture et à de l'eau propre, un énorme bonus quand la majeure partie de la population était trop malade pour cultiver ou même faire bouillir une marmite. Les monastères stockaient le grain, cultivaient leurs propres herbes et surtout ne dépendaient des marchés urbains pullulants de rats et de regrets instantanés. Oh, et avons-nous mentionné qu'ils étaient célibataires, ce qui signifiait pas de visite tardive aux servantes de tavernes pesteuses, juste vous, vos pensées et l'occasionnel chant latin pour vous tenir compagnie. Il s'avère qu'une vie tranquille, ordonnée et célibataire dans l'isolement est essentiellement un vaccin médiéval. Maintenant, soyons réalistes, tous les moines n'en sont pas sortis vivants. Certains, et béni soit leur noble tueurs égarés, ont choisi qu'agir comme soignants. Ils s'aventuraient dans les villes pour servir les malades et les mourants. Nobles, oui, mais statistiquement déconseillés, comme jouer à la roulette russe avec une arbalète entièrement chargée. Le clergé itinérant avait le pire des deux mondes, une exposition constante à des étrangers mourants et l'incapacité de fuir parce que ça aurait fait mauvaise figure dans la Bible. Donc, si vous optiez pour la voie monastique, votre meilleur pari absolu était de vous joindre tôt, de rester sur place et de dire fermement non à toute mission de miséricorde impliquant de quitter l'abbaye. Bien sûr, vous n'aviez pas besoin d'être littéralement un moine pour bénéficier du mode de vie monastique. Vous aviez juste besoin de copier leurs habitudes de vivre au milieu de nulle part, cultiver vos propres nourritures et limiter le contact à humain au strict minimum, essentiellement embrasser votre ermite intérieure. Au sein de l'économie vibrante, bien que mourante, de la peste Loire, certains métiers s'accompagnaient d'une exposition spéciale, immédiate et souvent terminale au gel de chacun. Commençons par les messagers. Leur travail consistait à chevaucher entre les villes, portant des lettres, des proclamations royales ou des décrets sinistres que personne ne voulait entendre. Excel pour le cardio, terrible chance de survie.
chaque fois qu'un messager descendait de cheval et remettait un parchemin. Il échangeait essentiellement du papier, et la peste avec quiconque avait éternué sur la dernière livraison. Puis il y avait les marchands, le béé d'usage siècle, sans l'hygiène et certainement sans la satisfaction client. Les marchands voyageaient entre les villes, les marchés et les ports, apportant des épices, des étoffes et une saine population de puces d'un endroit contaminé à l'autre. Ils étaient des suppés propagateurs de la peste avant même que le suppé propagation ne soit une sombre possibilité. Si vous occupiez ces emplois, vous étiez l'équivalent humain d'un pigeon voyageur suicidaire livrant la peste avec chaque paquet. Alors, quel métier vous donnait réellement de meilleures chances de survie? Forgeron, boulanger, bergère et meunier, des gens qui travaillaient avec le feu, le grain ou les animaux, et qui restaient principalement entre eux. Ces gens n'avaient pas besoin de voyager loin, ils n'avaient pas à serrer la main d'étrangers, ni à entrer dans des villes saturées de peste pour des réunions qui auraient facilement pu être gérées avec un parchemin. Puis il y avait les fossoyeurs, morbides, oui, mais étrangement sécurisés. Le travail n'était pas à l'épreuve de la peste, mais ils avaient de meilleurs outils, comme des gants, des pelles, et la stratégie très sous-estimée de ne simplement pas toucher les choses avec votre visage. Certains ont même appris à reconnaître les premiers signes de la peste et tiré une grande fierté de ne pas mourir comme tout le monde autour d'eux. Si vous étiez vraiment chanceux, vous pouviez être un ermite reclus ou un berger de chèvres légèrement mal aimé. Le travail solitaire était soudain à la mode. Votre comportement antisocial était rebaptisé planification pandémique judicieuse. Même les artisans, comme les cordonniers et les tisserands s'en sortaient plutôt bien. Ils travaillaient de chez eux, prenaient un nombre limité de clients et pouvaient prétendre qu'ils étaient simplement occupés quand quelqu'un de louche frappait à la porte en toussant et en demandant des chaussures. Un temps entre moins vous faisiez de courses, plus vous viviez longtemps. C'était un âge d'or pour les chroniquement antisociaux. Soyons clairs, tri dans l'Europe de l'époque de la peste. Les rases n'étaient pas juste un bruit de fond, ils étaient des personnages principaux des méchants poilus nerveux à bord de chars de la peste dans votre vie quotidienne. Et ils avaient un objectif incroyablement spécifique, s'introduire dans votre réserve de nourriture et vous laisser un charmant cadeau d'adieu appelé Yersinia pestis. Si vous vouliez survivre à la peste noire, l'une des choses les plus intelligentes que vous puissiez faire outre courir en hauteur et éviter les humains comme un, eh bien, la peste était d'élever votre garde-manger, littéralement. Des silos à grains sur le sol. Ce n'est pas un garde-manger, c'est une rave de rats qui n'attend que de se produire. Des paniers de pain ouverts sous votre lit. Félicitations. Vous venez d'ouvrir un buffet sur le thème de la peste avec un minuscule gros à fourrure. Les rats n'étaient pas difficiles et leurs puces non plus, les véritables architectes du chaos. Au moment où les rongeurs s'installaient dans votre garde-manger, vos chances de vivre au-delà du carême diminuaient plus vite que vos réserves de céréales après une famine particulièrement agressive. Or, certaines familles médiévales ont compris. Elles stockaient la nourriture sur des étagères en bois hautes, dans des pots en céramique avec des couvercles hermétiques, ou à l'intérieur de bottes suspendues au plafond comme des piatas étranges et immangeables que personne n'avait le droit de frapper. Ce n'étaient pas des choix de deux fantaisistes, c'étaient des tentatives désespérées et ingénieuses de tenir la peste à distance. Et puis il y avait les chats, l'épivème sous-estimé du contrôle des rongeurs. Plus vous aviez de félins rôdant dans votre cuisine, meilleures étaient vos chances. Malheureusement, dans certains endroits mal avisés, les chats étaient accusés d'être des familiers de sorcières et ont été systématiquement tués, ce qui, attention spoilée, a rendu le problème des rats bien pire. Il est difficile de survivre quand vous venez d'exécuter votre seule ligne de défense contre les faucheuses à fourrure. De plus, parlons de vos déchets.
Jeter les restes par la fenêtre n'était pas seulement impoli, c'était essentiellement posé et un paillasson de bienvenue pour les rats. Il en allait de même pour laisser des tas de compost à côté de votre maison, comme une sorte d'herbum pour rongeurs. Les survivants malins déplaçaient leurs déchets loin de leur quartier d'habitation, de préférence dans le jardin de quelqu'un d'autre. Il est à noter que les rats ne causaient pas techniquement la peste, leurs puces le faisaient. Mais les puces ne voyagent pas de longues distances par elles-mêmes. Elles avaient besoin de leurs taxis à fourrure. Quand la catastrophe frappe, les gens ont tendance à réagir de deux manières, chercher calmement des solutions rationnelles ou rejoindre une foule hurlante, brandissant des torches, convaincus que tout était de la faute du voisin. Devant laquelle était la populaire en 1348, la peste Loire n'a pas seulement tué des corps, elle a brisé les esprits. Et sans théorie des germes, sans microscope, et absolument aucun leadership décent, les gens étaient laissés à inventer des explications, beaucoup d'entre elles sonnantes. Crème, si sûrement eux, suivis de près par des fourches, des torches et une violence follement mal dirigée. Dans certaines villes, des foules accusaient les étrangers tuent juifs, forains, et en gros, quiconque n'avait pas éternué récemment, les gens croyaient que les puits étaient empoisonnés, que la peste était une punition de Dieu pour avoir osé exister, ou qu'une veuve locale avec trop de chats avait causé tout cela avec ses tisanes suspectes. Rien de tout cela n'a aidé. Un fait, le comportement de la foule aggravait généralement les choses de manière exponentielle. Vous rassembliez un grand groupe de personnes déjà paranoïques. Vous vous mettiez à crier par-dessus les autres à propos de « il a toussé près de ma vache », puis vous preniez d'assaut la maison de la victime. Pourquoi? Résoudre la peste en la brûlant. Malin, très malin. Pire encore, les foules rassemblaient les gens, physiquement entassés dans des foules en sueur, criant et échangent des bactéries comme s'ils échangeaient des cartes Pokémon. Vous ne risquiez pas seulement de faire une erreur morale, vous risquiez également de contracter la maladie même que vous essayez de reprocher à quelqu'un d'autre. Les gens qui ont réellement survécu à la peste Loire étaient souvent ceux qui restaient discrets, non pas nécessairement parce qu'ils étaient des lâches, mais parce qu'ils n'étaient pas intéressés par les rituels de panique collective. Pendant que la foule était occupée à traîner un astrologue hors de la ville pour avoir lu les étoiles, trop sûrement les vrais survivants clouaient leurs fenêtres, faisaient bouillir de l'eau, et discrètement, heureusement, ne mouraient pas. Il y a une leçon profonde ici, la panique se propage plus vite que la peste, et les foules en colère sont rarement, voire jamais, des résolveurs de problèmes avisés. Moins que vous n'aimiez l'odeur de la fumée, le goût de l'échec moral et une exposition garantie à une nouvelle fournée de gouttelettes de tout, peut-être ne prenez pas la torche. Parce qu'en cas de pandémie, la seule chose plus contagieuse que la maladie est l'ignorance à grande échelle. Ah, elles est le désodorisant buccal de la nature, l'ingrédient de base des assaisonnements et le déodorant corporel médiéval par excellence. Quand la peste est arrivée, les gens n'avaient pas de vaccin, d'antibiotiques, ni même une compréhension ferme de ce qu'était un germe. Ce qu'ils avaient, c'était de l'aile, et ils l'utilisaient absolument pour trille, le manger cru, l'accrocher au-dessus de leur porte comme des gardes de sécurité aromatiques, et le portaient autour du cou comme des gousses de défis piquants et aillés. Était-ce scientifiquement efficace? Soyons honnêtes. Pas vraiment de la manière dont ils le pensaient. Mais dans un monde où vos autres options incluaient se baigner dans du vinaigre, boire de l'or fondu, ou laisser quelqu'un vous percer un trou dans le crâne pour libérer le mauvais air, l'ail était, par comparaison, relativement raisonnable. Pourquoi l'ail? D'abord, il sentait fort, et c'était une énorme affaire. La principale théorie de la maladie à l'époque était le miasme, ou mauvais air. Donc si vous pouviez submerger la peur omniprésente des cadavres en décomposition et des déchets humains avec quelque chose d'agressivement herbacé,
Les gens pensaient que vous étiez sur la voie de la santé. L'ail était le déodorant Axe de 35-30, seulement légèrement plus efficace pour dissuader les interactions sociales. Mais voici un rebondissement. La science moderne confirme que l'ail est un doux antibactérien et un répulsif d'insectes. Ainsi, bien que les médiévaux ne sachent pas pourquoi ils le faisaient, ils se sont peut-être accidentellement rendus moins attrayants pour les puces, les véritables porteuses de la peste. Cela dit, ne donnons pas trop de crédit à l'ail, ce n'était pas un bouclier magique à l'épreuve de la peste. Vous ne pouviez pas frotter une gousse sur votre front et traverser un tas de cadavres Vindâme. Certaines personnes mangeaient tellement d'ail qu'elles devenaient socialement inapprochables, ce qui, ironiquement, aidait à la distanciation sociale, donc un point pour cela. De plus, l'ail ne fonctionnait pas si vous faisiez toujours tout le reste de travers et porter des robes infestes de puces, rendre visite à des voisins malades, boire dans des coupes partagées lors d'un festin funèbre bondé. Tout l'ail du monde ne vous aurait pas sauvé, vous seriez juste mort extra-assaisonné, comme un morceau d'histoire particulièrement piquant. Au GIF siècle, la capacité de se dire quelque chose d'agréable, comme des roses, n'était pas seulement une charmante expérience sensorielle, c'était essentiellement un outil de diagnostic. Si votre nez fonctionnait toujours, félicitations, vous n'étiez probablement pas encore mort. La logique était simple, la peste frappait souvent fort et vite, entraînant des symptômes comme la fièvre, les vomissements, des gonflements, douloureux et, surtout, une perte soudaine et inexplicable de la volonté même de se lever. En signe particulièrement troublant était l'apparition d'une odeur acalante et nauséabonde, tant de la personne malade que de la ville environnant en pleine déchéance. Si vous pouviez encore sentir des fleurs, au lieu de chair en décomposition et de désespoir médiéval, vous aviez déjà une longueur d'avance. Si là que les célèbres bouquets parfumés sont entrés en jeu, les gens de moyens, ou même simplement avec de très bons instincts, portaient de petits bouquets d'herbes et de fleurs parfumées appelées pommes d'ambre ou bouquets de nez. Ce n'étaient pas des gestes romantiques pour un premier rendez-vous, c'étaient des masques à gaz de fortune fée de lavande, de menthe, de sauge et de pétales de rose. Vous en portiez un à la main, le glissiez dans votre manche, ou le colliez simplement à votre visage comme un souvenir de fête de la Renaissance désespérément optimiste. Était-ce scientifiquement efficace pour arrêter la peste? Techniquement, non, pas même un petit peu. Mais symboliquement, ça faisait des merveilles. Se promener avec un sachet floral donnait l'impression que vous essayiez vraiment d'éviter de mourir, ce qui, pendant la peste, vous plaçait instantanément devant la moitié de la population. Le raisonnement était, encore une fois, lié à la théorie du miasme, l'idée que les mauvaises odeurs portaient la maladie, donc, naturellement, si vous pouviez submerger la pointeur de la mort avec des roses, vous purifiez l'air même autour de vous. En pratique, vous vous donniez surtout quelque chose de parfumé sur lequel vous concentrerez qui n'était pas le malheur imminent. De plus, les personnes qui utilisaient des fleurs et des herbes avaient souvent les moyens de s'isoler, de se laver occasionnellement un miracle et d'éviter les zones les plus touchées. Ce n'étaient donc pas les roses elles-mêmes, c'était l'ensemble du mode de vie légèrement plus privilégié qui les accompagnait. Les renifleurs de roses évitaient généralement les fosses d'aisance et les festins de rue improvisés. De plus, les gens gardaient des fleurs à la maison, brûlaient de l'encens et faisaient mijoter des herbes sur des charbons, non pas parce qu'ils étaient des proto-aromathérapeutes, mais parce que vivre à 20 personnes dans une cabane d'une pièce avait absolument besoin d'un genre des ajustements d'ambiance, ce qui, franchement, a peut-être sauvé votre vie par pure force mentale. France, la peste n'était pas seulement une épreuve brutale pour votre système immunitaire, c'était un assaut dévastateur sur votre calendrier social. Une époque où le contact humain était à peu près aussi sûr que lécher un poignard, l'amitié est soudainement devenue incroyablement gênante.
Chaque treinte, chaque poignée de main, chaque chope de bière partagée était un jeu désespéré de roulettes bactériennes, et les personnes ayant les meilleures chances étaient celles qui, poliment mais fermement, déclinaient toutes les invitations pour toujours. Les survivants médiévaux étaient souvent ceux qui menaient des vies calmes et sans histoire, non pas parce qu'ils étaient des virologues perspicaces en avance sur leur temps, mais simplement parce qu'ils n'aimaient tout simplement pas tant que ça les gens à la base. Bref, les introvertis. C'était votre moment de briller, ce voisin qui disait toujours « j'y passerai plus tard » et qui miraculeusement ne venait jamais. Vivant. Le couple qui évitait toutes les foires, tous les festins de mariage et toutes les fêtes de saints, galement vivant. L'homme étrange qui murmurait à ses poulets et vivait dans une cabane à la périphérie de la ville, excentrique mais presque certainement en vie. Plus vous aviez d'amis, plus la peste avait de chances de s'introduire dans votre maison auparavant sûre. Même les gestes de gentillesse devenaient dangereux. Offrir un morceau de pain à un voisin malade, risqué. Rendre visite à votre vieille tante pour prendre de ses nouvelles, potentiellement mortelles. Les cercles de prière en groupe, sains mais hautement contagieux. De nombreux survivants limitaient leur contact à quelques membres de leur famille proche seulement. Et même cela venait avec des règles strictes, l'y manger séparément, éviter de tousser de manière suspecte et si absolument nécessaire, construire de maisons et crier des nouvelles entre les fenêtres comme un appel Zoom médiéval. Si quelqu'un éternuait, c'était l'équivalent médiéval d'être des amis à vie avec des enjeux légèrement plus élevés. Ce n'était pas personnel, c'était purement des maths de survie. Même les monastères et les maisons nobles pratiquaient des formes de quarantaine précoce et informelle. Si une personne présentait des symptômes, elle était immédiatement envoyée dans une autre aile, ou si vous étiez pauvre, on vous disait juste d'aller vous allonger dans la grange et on verra ce que ça donne pour vous. Voici la partie que personne n'aime admettre, car elle transperce nos récits soigneusement construits de l'ingéniosité médiévale parfois survivre à la peste Loire relevait de la chance pure et simple. Les bons choix aidaient certainement, bien sûr se laver occasionnellement, éviter les festivals, et vous savez, ne pas lécher des inconnus. Mais même si vous faisiez absolument tout correctement, une seule puce incroyablement déterminée avec un problème de caractère pouvait encore ruiner toute votre vie. Cela dit, les chances s'amélioraient vraiment si vous étiez aussi extrêmement ennuyeux, parce que l'excitation au chef-siècle impliquait souvent des gens, du mouvement de bruit et généralement de très mauvaises décisions. C'étaient les extravertis, les errants, la foule des juste un saut en ville pour une bière rapide, qui avaient tendance à être invités à des funérailles qu'ils ne savaient pas être les leurs. Les vrais survivants s'appuyaient fortement sur la monotonie. La peste se souciait pas de votre charisme, de vos ambitions élevées, de votre activité secondaire excitante ou de votre rêve charmante d'ouvrir une nouvelle taverne à Bruges. Elle ne se souciait que de savoir si vous étiez à portée de morsure. Alors, le type qui passait ses journées à s'occuper de ruches et à marmonner sur le temps, immunisé, non, mais pratiquement invisible au danger, presque. Il y avait aussi ces bizarreries génétiques intrigantes. Les scientifiques modernes pensent maintenant que certaines personnes portaient des mutations spécifiques, comme le gène CC-Racictron-32, qui les rendait naturellement plus résistantes aux effets dévastateurs de la peste. Ils ne le savaient pas à l'époque, bien sûr, ils pensaient juste « Tiens, c'est bizarre que je ne saigne pas des aisselles comme tout le monde. Je suis juste fait différemment. » Donc oui, si vous étiez génétiquement fortuné, préfériez vivre seul, étiez légèrement antisocial, aimiez faire bouillir votre eau et étiez déraisonnablement attaché à votre chat, félicitations, vous étiez l'élite médiévale de la survie. Mais dès que vous deveniez créatif, essayez une nouvelle ville, invitiez des amis pour un débat animé,
Rejoignez une procession de flagellants et sérieusement, ne cherchez pas ça sur Google si vous mangez ou buviez dans ce calice mystérieux partagé au marché, les chances se retournaient contre vous plus vite qu'un diagnostic de médecin médiéval. Ennuyeux signifiait routine, routine signifiait moins de surprises. Et moins de surprises signifiait moins d'éruptions canées inexpliquées et moins de défaillances organiques spontanées. C'était un âge d'or pour les prudents et les ennuyeux. Si, d'une manière ou d'une autre, vous avez traversé la toux, les saignements, les rues putrides et la laine aillée maladroitement agressive, félicitations, vous êtes officiellement entré sur le territoire des survivants de la peste, un club très sélect. Et maintenant, vous faites face à votre dernière tâche cruciale, assurer que quelqu'un, n'importe qui, sache que vous êtes là, que vous avez survécu. Car survivre à la peste Loire ne consistait pas seulement à éviter la mort, il s'agissait d'être mémorisé pour cet exploit incroyable. Entrant en scène les scribes, les moines diligents, les teneurs de journaux traumatisés et les villageois légèrement sous le choc avec une mémoire inexplicablement bonne et axée au parchemin. Ce furent les vrais Pévimeuves. Non seulement ils ont survécu à tout le monde, mais ils ont aussi eu l'énergie et la force mentale d'écrire à ce sujet. Des gens comme Giovanni Boccas, qui nous a donné le Décaméron, un recueil de contes scandaleux et plein d'esprit racontés par de riches Florentins se cachant d'Apeste dans la campagne idyllique, ou ce moine anonyme du Yorkshire qui a simplement gribouillé dans les marges d'une chronique une grande peste vint et beaucoup moururent. Minimaliste mais efficace. Écrire les choses était plus qu'une simple catharsis, c'était une façon de traiter l'horreur inimaginable qui s'était déroulée, de transmettre des avertissements et, soyons honnêtes, de se vanter discrètement de votre système immunitaire supérieur et de vos choix de vie. Les survivants qui ont consigné leurs histoires ont façonné la façon dont les générations futures ont compris la peste, et ce faisant, ils ont transformé le fait de ne pas mourir en une sorte de projet d'héritage éternel. Mais voici le piège ultime, la touche finale cruelle. Il fallait survivre à la date limite d'impression. Cela signifiait rester prudent, même après que le pire semblait être passé. Beaucoup, autant, ont baissé leur garde trop tôt. Ils ont célébré, ils se sont retrouvés avec un abandon joyeux, ils ont organisé des festins extrêmement prématurés, et puis, tragiquement, ils sont morts dans la redoutée deuxième vague. Alors si vous vouliez vraiment atteindre la fin amère et victorieuse et écrire votre récit, ne vous précipitez pas en ville. N'embrassez personne juste parce que l'évêque a déclaré que la peste est probablement finie maintenant, c'est totalement sûr. N'acceptez pas de bière gratuite d'un homme avec des furoncles visibles et suintants. Au lieu de cela, attendez. Restez ennuyeux. Gardez votre journal à portée de main, observez. Et quand ce serait sûr vraiment indéniablement en sécurité, prenez une plume et consignez votre récit glorieux, légèrement traumatisé. Peut-être que personne ne le lirait avant des siècles. Peut-être qu'il moisirait dans un coffre poussiéreux. Mais peut-être, juste peut-être, qu'un futur historien tomberait dessus et dirait « Celui-ci savait exactement ce qu'il faisait ». Parce que survivre à une pandémie est impressionnant. Mais y survivre avec des preuves, c'est éternel. Vous êtes-vous déjà demandé si les politiques d'entreprise, parfois ubuesques, de votre patron n'étaient pas des versions édulcorées de codes de guerriers ancestraux? Parce que, croyez-moi, après avoir entendu parler de ces gares, le mandat de synergie et collaboration transversale de votre entreprise ressemblera à une cure de thalassothérapie. Aujourd'hui, nous plongeons dans ces recueils de règles ridiculement intenses, souvent hilarants et parfois carrément bizarres, selon lesquels des guerriers de toutes les époques ont vécu et, plus souvent qu'autrement, sont morts. Oubliez le manuel de l'employé. Ceux-ci étaient des manuels du genre mourir au combat ou vivre dans le déjeuneur. Et laissez-moi vous dire que certains d'entre eux font passer l'évaluation de perception de performance moderne pour une promenade de santé.
Commençons par les pionniers des sports extrêmes, les samouraïs, avec leurs précieux petits recueils de règles appelés Bushido ou la voix du guerrier. Or, le Bushido n'était pas un document juridique poussiéreux signé par de vieux bureaucrates. Oh que non, c'était une éthique vivante, palpitante, aussi tranchante qu'Anna transmise comme une recette de famille pour des compétences de combat redoutables et incroyablement dangereuses et... Il dictait tout tri comment on se battait, comment on se brossait les dents et probablement comment on vivait et surtout comment on effectuait sa sortie dramatique, souvent finale, de la scène du monde. Imaginez naître dans le Japon féodal, où votre guidance spirituelle se mêlait aux prières shintoïstes, aux philosophies bouddhistes, zen et à la discipline confucéenne d'une gâche rien. Et puis bouh, ce vertu fondamentale vous frappait comme un coup d'étoile nageant en plein visage, loyauté, courage, bienveillance, respect, honnêteté, honneur et rectitude. Ce n'était pas de simples atouts pour votre profil LinkedIn, c'étaient des obligations inéluctables et rigoureuses. Enfreignait-en une. Et vous n'étiez pas seulement renvoyé, vous étiez soit mis au banc de la société à jamais, soit, vous savez, mis au repos éternel par une méthode plus acérée. La loyauté, n'en parlons pas. Ce n'était pas une suggestion, c'était gravé dans votre âme, probablement avec un tout petit ciseau très aiguisé. Vous juriez allégeance à votre daimyo, votre seigneur féodal, comme une fan hystérique à un concert de Keppo. La trahison n'était pas un simple désaccord politique, c'était une souillure spirituelle. Même si votre seigneur perdait spectaculairement, un vassal véritablement loyal pouvait simplement hausser les épaules, dire « Eh bien, il est temps d'y aller » et choisir le repos éternel plutôt que le déshonneur. Et puis il y avait le jiri, ce sentiment massif et irréparable de devoir qui vous liait plus fortement que n'importe quel contrat légal. C'était essentiellement une dette cosmique que vous ne pouviez jamais rembourser. Et la mort, oh, la mort n'était jamais le méchant de cette histoire. Le samouraï idéal avait, en fait, une session de méditation quotidienne avec sa propre mortalité, s'assurant que son âme était affûtée et prête pour le moment où le devoir frapperait à sa porte, probablement avec une lame très tranchante. Si vous faisiez une erreur, montriez une once de peur, ou osiez jeter le déjeuneur sur le nom de votre famille, ce qui, soyons honnêtes, nous arrive à tout parfoiser, il y avait un moyen infaillible de retrouver votre honneur. Entrer en scène le seppuku, l'ultime aveu d'erreur. Avec le calme stoïque de quelqu'un qui commande un café latte, vous plongiez une lame dans votre estomac et la découpiez latéralement. Juste un mardi ordinaire. Le second homme, votre Keshakunin, se tenait juste derrière vous, tel un sombre assistant personnel, prêt à délivrer une décapitation rapide pour vous épargner l'agonie prolongée. Pour nous, occidentaux sensibles, cela ressemble à un entretien d'embauche effroyable, mais pour le samouraï, oh, c'était un magnifique poème, écrit dans le sang, un chef-d'œuvre vraiment. Et voici le clou du spectacle, l'île Bushido n'a pas disparu lorsque les épées sont devenues des pièces de musée. Non, il a résonné à travers l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, façonnant l'état d'esprit des officiers qui, disons-le, se sont vraiment engagés dans leur mission. Même aujourd'hui, vous pouvez en trouver les empreintes poussiéreuses dans les dojos d'arts martiaux, dans la concentration intense de la culture d'entreprise japonaise et dans cette source profonde de fierté nationale. Ce qui rendait le Bushido vraiment sauvage n'était pas seulement sa sévérité, c'est qu'il exigeait l'honneur non seulement dans la victoire, mais dans la retenue, dans l'unité même, et oui, dans la manière dont on tirait sa révérence. L'épée était sacrée, certes, mais il ne s'agissait jamais seulement de la pointe. En vrai guerrier, Bushido n'était pas seulement un maître du combat, il était un maître de lui-même. Et lorsque le rideau final tombait, il affrontait la mort non pas en geignant, mais avec une dignité que l'on ne voit que dans les grandes fresques historiques. Maintenant,
Faisons un saut vers les terres glacées et armées de haches de la Scandinavie, où le code des guerriers vikings n'était pas écrit sur du papier, il était gravé dans le feu, le sang et des cris assourdissants. Pas de nom unique et sophistiqué comme Bushido ici, juste un recueil de règles non écrites gravées dans leurs sagas, leurs tumulus et les barbes même de leurs dieux. La base de ce code se trouvait une croyance étonnamment simple, mais brutale. Tout le monde meurt, alors autant mourir de façon épique. L'honneur viking était comme un concert de heavy metal, bruyant, fier, et entièrement voué à la bravoure, la loyauté et votre statut légendaire personnel. Ces gars-là ne visaient pas une retraite paisible en Floride. Oh que non, ils cherchaient activement une bagarre glorieuse. Tomber avec une arme toujours serrée dans sa main moite. Ce n'était pas une tragédie, c'était le rêve ultime. Et pourquoi, demandez-vous? Cause du Valhalla, mon cher. Dans le carré vide cosmique de la mythologie viking, si vous mouriez bravement au combat, les Valkyries, les superbes guerrières de Dain, en somme les videurs de l'au-delà, vous escorterez personnellement au Valhalla. Imaginez un festin éternel, des combats sans fin, et en gros une fête d'avant-match perpétuelle pour le Ragnarok, la bataille finale des dieux. Mais si vous étiez un lâche au cœur de poulet, direction Hell, un monde souterrain sombre et lugubre où, j'imagine, le Wi-Fi était exécrable. Ce système de croyance n'était pas une simple histoire pour s'endormir, il a façonné toute leur vie. Les raids, les pillages et les conquêtes n'est pas seulement des moyens de s'enrichir, c'était des rites de passage spirituel comme une année sabbatique très extrême. La lâcheté n'était pas seulement embarrassante, elle était spirituellement condamnable, comme oublier l'anniversaire de votre cousin, fuir une bataille. Ce n'était pas seulement mal, c'était comme entacher tout votre arbre généalogique pour des générations. Même leurs funérailles étaient une démonstration de puissance massive, les guerriers étaient enterrés avec leurs armes, leurs boucliers, et parfois même des chevaux ou des esclaves sacrifiés. Parce que, vous savez, il faut être préparé pour la battle royale éternelle de l'au-delà. On ne peut pas arriver les mains vides, la loyauté envers votre jarre ou votre roi était un autre pilier massif, littéralement. Les guerriers vikings, ces hommes féroces connus sous le nom de Huskarl, formaient des gants ultra soudés, liés par des serments scellés probablement par un pacte de sang et une pinte d'ailes partagée. Trahir son équipage était aussi impensable que d'oublier d'apporter l'hydromel au festin. Voici le rebondissement, ce n'était pas une obéissance aveugle. Les Vikings valorisaient leur propre honneur personnel presque autant que leur loyauté de groupe. Si votre chef devenait soudain un lâche avéré ou commençait à prendre de très mauvaises décisions tactiques, ces hommes pouvaient absolument le contester ou simplement, vous savez, partir. La force commandait la loyauté, la faiblesse ne faisait que vous faire lâcher, et la vengeance. Oh, c'était pratiquement une vertu. Si quelqu'un s'en prenait à votre famille ou osait insulter votre honneur, on s'attendait à ce que vous répondiez avec le fer au maximum. Les querelles pouvaient durer plus longtemps qu'une série Netflix moyenne se répandant sur des générations de dettes de sang et de cycles de vengeance. Ce n'était pas de la cruauté, c'était un équilibre. Les sagas regorgeant de héros qui refusaient littéralement de se calmer tant que justice n'était pas rendue, l'âme contre l'âme. Même dans leurs dernières années, de nombreux vikings préféraient mourir dans une escarmouche glorieuse plutôt que de dépérir dans un lit douillet. Tout, absolument tout, était mieux que d'être oublié. Car pour les Vikings, la mort n'était pas la fin, c'était juste l'audition pour l'éternité, et seuls les vraiment braves réussissaient l'épreuve. Passons maintenant à l'ultime machine corporative du monde antique, qu'est l'Empire romain. Être un soldat romain ne consistait pas seulement à se présenter au combat, il s'agissait d'incarner la vertu. Un mot si lourd de sang qu'il signifiait fondamentalement la vertu, la valeur, la virilité et le devoir civique, le tout fusionné en un code de conduite brutal et efficace.
Un guerrier romain n'était pas un simple tueur au hasard. Il était une extension disciplinée et hautement entraînée de la volonté de la République ou plus tard de l'empereur. Il était un symbole ambulant, parlant et brandissant l'épée de l'ordre dans un monde qui tentait constamment de s'effondrer. Le guerrier romain idéal n'était pas un chasseur de gloire cherchant des accolades individuelles. Non, monsieur, il gagnait son honneur en suivant les ordres comme s'ils étaient l'Évangile, en endurant la douleur comme une statue stoïque, et en ne fléchissant jamais, au grand jamais, lorsque la mort décidait de faire une entrée spectaculaire. La lâcheté, absolument impensable. Un légionnaire qui osait fuir la bataille n'était pas seulement puni, il était chirurgicalement retiré du tissu de la respectabilité. Dans certains cas vraiment tordus, des unités entières étaient soumises à la décimation, un exercice de cohésion d'équipe infernale où un homme sur 10 était littéralement exécuté par ses propres camarades juste pour remettre les os au pas. Parlez-moi de raies extrêmes. Le code du guerrier romain était bâti comme un engin de siège méticuleusement conçu, une pure structure. L'entraînement était constant, implacable et si éprouvant qu'il ferait pleurer un fan de grosses filles modernes. La discipline était plus importante que la force brute, ce qui franchement est assez impressionnant étant donné qu'il transportait suffisamment d'équipement pour couler un petit bateau. Un soldat qui rompait les rangs, mais s'il gagnait d'une manière ou d'une autre la bataille, pouvait être fouetté ou même exécuté. Pourquoi ? Parce que la gloire appartenait à Rome, pas à un soldat exhibitionniste. Il n'y avait pas d'employé du mois pour vous, mon ami. Cet intense collectivisme est ce qui a fait de l'armée romaine une force si terrifiante. Ce n'était pas un groupe de héros individuels, c'était une machine de guerre bien huilée, parfaitement synchronisée. Mais la vertu n'était pas seulement pour le champ de bataille. Oh que non, c'était une attente sociétale pour tous les hommes romains, en particulier les nobles de haut rang. On s'attendait à ce que vous fassiez preuve de courage au Sénat, et ce qui impliquait probablement de nombreux débats houleux, comme sur Twitter antique. Soyez juste lorsque vous étiez en charge, et, pour l'amour de Jupiter, fassiez preuve de retenue dans vos ambitions personnelles. Tout cela était considéré comme des marques d'honneur guerrier. Même les vieux soldats grisonnants à la retraite devaient se tenir avec dignité, se promenant comme des monuments vivants à l'éternelle grandeur de Rome. L'une des vertus les plus sacrées de toute cette saga militaire romaine était la fide ou loyauté. Loyauté envers votre unité, votre commandant et Rome elle-même. La trahison, l'insubordination ou déserter l'armée. Traité avec un mépris total, probablement suivi d'une très mauvaise journée. Pensez à Jules César, ce célèbre personnage traversant le Rubicon. Ce n'était pas seulement un coup d'échec politique, c'était un défi dramatique au code sacré de loyauté du guerrier envers la République. Et la mort ? Pas crainte, mourir au combat, surtout pour Rome. C'était comme obtenir une étoile d'or dans l'au-delà. Les pierres tombales des soldats romains se lisaient souvent comme un profil LinkedIn sinistre, se vantant de l'endroit et de la manière dont ils étaient morts, listant les campagnes comme un CV pour les dieux. Contrairement aux Vikings, qui cherchaient la gloire personnelle au Valhalla, ou aux samouraïs, qui mouraient pour leur seigneur, les Romains se battent pour quelque chose de plus grand-il, le mythe durable de la civilisation elle-même. Ils ne défendaient pas seulement des frontières, ils exportaient l'ordre et le faisaient recter avec une flopée de lances acérées. Pour le guerrier romain, le code était clair, très obéir, endurer, conquérir et mourir comme un citoyen de l'éternité. Maintenant, préparez-vous à un code qui tentait de dorer la pilule, ou plutôt de poser une auréole sur un chevalier et la chevalerie médiévale européenne, dans un monde où les chevaliers étaient essentiellement des machines à tuer brevetées. Cet ensemble d'idées au non écrit et hautement romancé était censé dompter leur soif de sang avec la grâce noble des saints. Oui, c'est ça, citez l'idée du moins. Le mot chevalerie vient du français chevalier,
signifiant homme à cheval, car à l'époque, si vous aviez un cheval et une armure lourde, vous dominiez le champ de bataille. Et l'Église, Dieu la bénisse, pensait que ces hommes avaient besoin de plus que de simples épées et de panaches, ils avaient besoin d'une boussole morale, ou du moins d'une très bonne campagne de relations publiques. Le code chevaleresque était un mélange bizarre de prouesse martiale et lire traître très doué pour découper les gens, de piété et lire et aller parfois à l'église, de loyauté et lire, prêt ne pas poignarder son chai dans le dos, généralement et tenez-vous bien d'amour courtois. Oui, d'amour courtois. En vrai chevalier était censé être brave au combat, loyal envers son suzerain et seigneur, généreux envers les pauvres, occasionnellement, et protecteur des femmes et des fables à moins qu'il ne s'agisse de paysans, auquel cas toutes les règles étaient abolies. Il était censé prier souvent, combattre équitablement la plupart du temps, et ne jamais mentir à moins que ce ne fût vraiment inopportune. Bien sûr, cet idéal rutilant n'existait que dans les poèmes épices et les sermons très enthousiastes. En réalité, les chevaliers étaient souvent de brutaux seigneurs de guerre, se promenant avec un crucifix dans une main et une torche enflammée dans l'autre. Pourtant, le code eut un réel impact. Prenez les croisades par exemple. On disait aux chevaliers qu'ils ne se battaient pas seulement pour la terre ou la gloire, ils se battaient littéralement pour Dieu lui-même. Soudain, tuer au combat n'était plus un péché, c'était un travail sacré. Le résultat, certaines des campagnes les plus sanglantes de l'histoire humaine, tout enveloppées dans un joli ruban de rhétorique vertueuse. C'est comme dire que votre rampage meurtrier est en fait une retraite spirituelle. La chevalerie exigeait aussi absolument la loyauté, la fidélité à son seigneur, scellée par des serments sur des reliques sacrées, probablement autour d'un gobelet de vin. Trahir ce serment n'était pas seulement une trahison, c'était un sacrilège. Et si un chevalier enfreignait le code, il n'était pas seulement confronté à une punition terrestre, il allait apparemment être jugé par le ciel lui-même. Hey! Puis il y avait l'amour courtois, la partie la plus étrange de toute la tradition. Les chevaliers étaient censés soupirer pour de nobles dames, généralement déjà mariées, parce que le drame, et dédier tous leurs exploits héroïques à son honneur. L'amour était censé être chaste, poétique et follement frustrant. En gros, cela donnait à ces hommes incroyablement violents quelque chose à ruminer, et pour écrire de la mauvaise poésie quand ils n'étaient pas, vous savez, en train de trancher des têtes. Et soyons très clairs, la chevalerie ne s'appliquait pas aux paysans. Les chevaliers pouvaient piller des villages, brûler des récoltes et exécuter des rebelles sans le moindre frémissement de culpabilité, tant que ce n'était pas la terre d'un autre noble. Le code était sélectif, idéaliste et souvent hypocrite, mais il a élaboré une puissante mythologie qui a façonné la culture européenne pendant des siècles. Le code du chevalier ne consistait pas seulement à manier une épée, il s'agissait d'avoir une très bonne excuse pour cela. La chevalerie a transformé la guerre en un rituel, la loyauté en une loi et l'honneur en une représentation théâtrale éblouissante et quoique souvent sanglante. Si d'autres codes de guerriers étaient comme une danse délicate entre l'honneur et la poésie, et le code spartiate était comme un coup de brique en pleine figure tripa de fioritures. Pas de romance, juste une discipline de fer et une obéissance absolue. Sparte, cette cité-État grecque antique, a construit toute son identité autour de l'idée que chaque citoyen masculin était d'abord un soldat et tout le reste venait très loin derrière. À Sparte, la guerre n'était pas un métier, c'était la vie elle-même, dès leur naissance. Sérieusement, lorsqu'un garçon spartiate naissait, son petit corps était jugé. S'il était faible ou scandale, difforme, il était mis au rebut comme un produit défectueux. S'il passait l'inspection et qui concernait probablement moins la mignonnerie et plus la question, ce gamin sera-t-il capable de poignarder des gens? Il était immédiatement confié à la gauche,
un programme d'entraînement militaire étatique pour transformer les garçons en de littéraux instruments de guerre létaux. Il n'y avait aucune place pour la douceur, aucun doute, et absolument aucune place pour les plaintes. La gauche leur apprenait à se battre, à voler, s'était encouragée, apparemment, si on ne se faisait pas prendre à endurer la douleur comme des pros, et surtout à obéir sans poser de questions. Les garçons spartiates apprenaient à parler par phrases courtes et incisives, l'esprit laconique, comme ils l'appelaient, un gros, parler moins, agir plus avant l'existence des médias sociaux. On leur apprenait à dormir sur des roseaux inconfortables, à porter un minimum de vêtements même par temps glacial et à souffrir la faim sans la moindre plainte. Le courage n'était pas seulement admiré, il était obligatoire. Un Spartiate qui fuyait la bataille n'était pas seulement une honte, il était déchu de sa citoyenneté, méprisé par les femmes, ce qui était une affaire sérieuse chez les Spartiates et devenait un paria total. L'ultime commandement spartiate était emblématique. « Ré ne revient jamais sans ton bouclier ». Et cela ne signifiait pas « essaie de ne pas le perdre », cela signifiait « ne reviens pas à moins que tu ne le portes » ou « tu sais que tu ne sois porté sur lui ». Un d'autre terme, vaincre ou mourir en essayant. Tout le reste est considéré comme une trahison du plus haut niveau. Et la loyauté, elle était si profonde qu'elle avait probablement sa propre attraction gravitationnelle. Les soldats spartiates préféraient tomber jusqu'au dernier homme plutôt que de briser leur formation méticuleusement arrangée. La phalange, leur ligne de bataille compacte, exigeait que chaque guerrier tienne le bouclier de l'homme à côté de lui. Briser cette formation n'était pas seulement une erreur tactique, cela signifiait exposer ses frères à une mort certaine. C'était un effondrement moral, une violation du code sacré des frères d'armes. Le code spartiate exigeait également une soumission totale à l'État. Les Spartiates n'étaient pas libres au sens moderne, toute leur vie était dictée par le devoir. Devoir envers Sparte, devoir envers l'armée, devoir envers les dieux de la guerre. Même le mariage et la vie de famille étaient secondaires, souvent juste un moyen de produire plus de petits guerriers spartiates. Les épouses encourageaient activement leurs maris à mourir glorieusement. Les mères disaient fameusement à leurs fils « Cré revient avec ton bouclier ou sur lui ». Sparte, l'individu n'avait vraiment pas d'importance. La gloire ne venait pas d'un acte héroïque solitaire, elle venait de se fondre complètement dans la machine de guerre. Leur force était leur unité terrifiante, et leur honneur était dans leur sacrifice ultime. Et pendant des siècles, absolument personne n'a osé défier cette phalange. Car les Spartiates ne se battaient pas seulement comme des guerriers, ils vivaient littéralement toute leur vie comme des armes. Si les samouraïs vivaient par l'honneur et les Spartiates par la discipline, le guerrier mongol vivait par la froide et dure clarté des résultats. Sous la direction du légendaire Gengis Khan, les Mongols ont bâti le plus grand empire contigu de l'histoire, non par la seule force du nombre, mais par quelque chose de bien plus terrifiant, la vitesse, la précision et un code guerrier impitoyable qui valorisait la loyauté, l'adaptabilité et une obéissance totale et inconditionnelle. C'était essentiellement une star militaire qui a conquis le monde. Au cœur de ce code se trouvait une allégeance quasi cultuelle au camp. Les guerriers mongols juraient une loyauté personnelle à leur commandant, et rompre ce lien était absolument impensable. La trahison n'était pas seulement punie par la mort, elle était punie par l'anéantissement. Gengis Khan a clairement indiqué la loyauté signifiait que vous vivriez pour piller un autre jour. La désobéissance signifiait que vous, et probablement toute votre famille, cesseriez d'exister. Point final. La discipline mongole n'est pas née dans des villes douillettes, elle a été forgée dans les steppes brutales et balayée par les vents de l'Asie centrale. La vie nomade y exigeait la ténacité comme exigence minimale. Dès un âge ridiculement jeune, les garçons mongols apprenaient à monter à cheval comme s'ils étaient une extension de l'animal.
à tirer à l'arc avec une précision mortelle et à survivre avec pratiquement rien. Un Mongol pouvait passer des jours sans feu, survivre avec de la viande séchée et du lait de jument fermenté et miam, et atteindre quand même une cible tout en galopant à pleine vitesse. Ce n'était pas seulement une compétence, c'était une attente culturelle, comme savoir lasser ses chaussures. Les Mongols ne croyaient pas à la gloire individuelle, ils opéraient comme un organisme massif, terrifiant et mouvant. Chaque guerrier devait suivre le yassa, un ensemble de lois codifiées et attribuées à Jangique en lui-même. Ces lois portaient sur la discipline militaire, la méritocratie et choquant pour l'époque et des punitions extrêmement strictes. Piler sans permission, exécuter. Désobéir aux ordres, exécuter. L'acheter au combat. Vous l'avez deviné, exécuter. En gros, si vous faisiez quoi que ce soit qui déplaise à Janji, c'était la fin. Mais voici le problème, ce n'est pas des brutes sans cervelle. Le code mongol mettait en fait l'accent sur la stratégie plutôt que sur la méléchotique. Ils ont pratiquement inventé la guerre psychologique, feignant souvent la retraite pour tendre des embuscades à leurs ennemis poursuivants. Ils offraient aux villes un choix chez se rendre pacifiquement, et ils vous épargneraient la plupart du temps résister, et ils vous anéantiraient complètement, envoyant un message brutal et très clair à tous les autres. C'était efficace, même si un peu désordonné. Le mérite jouait également un rôle étonnamment important. Contrairement à de nombreux systèmes médiévaux où votre acte de naissance décidait de votre destin, les officiers mongols étaient promus uniquement sur la base de leurs compétences et de leur loyauté, et non d'une lignée noble. Si un paysan se révélait être un dur à cuire sur le champ de bataille, il pouvait absolument gravir les échelons. De cette manière, le code mongol était étonnamment progressiste pour son époque, récompensant la compétence plutôt que la classe, ce qui est assez fou pour une bande de nomades des steppes. La partie la plus terrifiante de toute leur éthique était peut-être leur profond détachement. Les guerriers mongols considéraient la guerre non pas comme un conflit moral entre le bien et le mal, mais comme une inévitabilité absolue. La mort n'était pas personnelle, ce n'était qu'un autre outil dans la boîte utile stratégique. Ils ne recherchaient pas l'honneur comme les chevaliers ou la purification spirituelle comme les samouraïs, ils recherchaient la victoire. Et ils l'obtenaient presque toujours. Le code mongol n'était pas romantique ni poétique, il était incroyablement efficace, incroyablement mobile et absolument dévastateur. Il a créé des guerriers non pas de marbre ou de mide, mais de sang, d'os et d'une résolution pure et inaltérée. C'était essentiellement la première armée, faire le travail, pas d'excuses. Ensuite, parlons du royaume zoulou au début du VI siècle en Afrique, où les guerriers n'étaient pas seulement nés, ils étaient forgés par le feu, la sueur et un génie tactique nommé Shaka Zulu. Ce type n'était pas seulement un roi, il était un révolutionnaire qui a pris un faisceau de fragmentés et en un temps record les a transformés en une force militarisée et disciplinée qui a fait dire collectivement à tout le sud de l'Afrique et au cœur même de cette transformation se trouvait un code guerrier bâti sur l'unité, le courage brut et une loyauté absolue et inconditionnelle envers le roi. Chacun n'a pas seulement ajusté des détails, il a introduit des innovations radicales qui ont changé la donne dans la guerre zoulou et, plus important encore, dans l'identité zoulou elle-même. Il a remplacé ses frêles lances de jet par l'asga ou ikwa, une courte lance de poussée parfaite pour le corps à corps. Il a imposé l'utilisation d'énormes boucliers en peau de vache qui transformaient chaque guerrier en un char d'assaut ambulant. Et puis il a organisé ses guerriers en régiments étroitement liés, appelés impies, chacun vivant, s'entraînant et marchant ensemble comme une famille élargie terrifiante. Mais il ne s'agissait pas seulement de nouvelles armes et formations, c'était un relooking idéologique complet. Le guerrier zoulou n'était plus un combattant à temps partiel qui cultivait hors saison. Oh que non, il était un serviteur à temps plein de la nation,
une incarnation vivante, respirant et brandissant le bouclier de l'esprit zoulou. Les guerriers étaient regroupés par âge et entraînés à une discipline rigoureuse dès l'adolescence. Il leur était en fait interdit de se marier à d'avoir fait leurs preuves au combat, une brillante façon de lier directement l'honneur au service. Le guerrier ne se battait pas pour la gloire individuelle ou les droits de se vanter, il se battait pour la survie et l'expansion du peuple zoulou. Leur lien était sacré, leur formation incassable, et leurs cris de guerre donnaient probablement des cauchemars aux ennemis pendant des semaines. La lâcheté. Pas une option, mon ami. Tourner le dos à l'ennemi ou rompre les rangs lors d'une charge était une souillure pire que la mort elle-même. Ceux qui osaient fuir étaient exécutés publiquement, souvent par leurs propres camarades. Parlez-moi de pression sociale, mais ceux qui restaient fermes, ceux qui se battaient comme des lions, ils étaient célébrés comme des rockstars, souvent avec des promotions. Du bétail est ce qui équivalait à un chèque bonus à l'époque, et un prestige considérable. La bravoure n'était pas seulement une belle qualité, c'était l'ultime monnaie de la masculinité, et les guerriers devaient tout donner, y compris leur vie, sans la moindre hésitation. La loyauté envers le roi était absolue. Chacun régnait avec un mélange terrifiant de charisme et de pure terreur, et ses guerriers le révéraient comme une divinité vivante. La désobéissance, elle était sanctionnée par une punition rapide et souvent fatale, mais en retour le roi prenait soin de ses impies, offrant nourriture, protection et reconnaissance. La guerre zoulou mettait l'accent non seulement sur la force, mais aussi sur la psychologie. La célèbre formation en cornes de buffle de Chaka avec son corps, ses cornes et ses reins, permettaient à ses forces d'encercler les ennemis avec une précision terrifiante comme une action sportive parfaitement exécutée. Chaque guerrier avait sa place, et chaque mort faisait partie d'un but plus grand, plus grandiose. Le code du guerrier zoulou a transformé une société tribale en un État militaire et a transformé des hommes ordinaires en légendes. Ils ne se battaient pas seulement pour la conquête, ils se battaient comme un seul corps, un seul battement de cœur, un seul bouclier puissant. Et lorsque ces lances s'élevaient, même les empires apprenaient à trembler. Maintenant, partons en randonnée dans les vastes déserts silencieux et les canyons du sud-ouest américain, où le guerrier apache a forgé un héritage non par de grands empires ou de grandes armées, mais par une pure résilience, une furtivité incroyable et un code de survie qui défiait littéralement la conquête. Pour les Apaches, la guerre n'était pas seulement un devoir, c'était un acte d'existence quotidien et complexe dans une terre aussi impitoyable que sacrée. Ces gars-là étaient essentiellement les esprits insaisissables originaux. Contrairement aux cultures guerrières centralisées dont nous venons de parler, les Apaches ne s'organisaient pas autour de rois, d'empereurs ou de décrets écrits. Leur code n'était pas dicté par un général dans une tente luxueuse, il était enseigné par la tradition orale, l'expérience durement acquise et l'absolue brutale nécessité de survivre. Dans un monde entouré de tribus hostiles, de colons toujours plus nombreux et de campagnes militaires américaines incessantes, les guerriers Apaches ont développé une philosophie de combat basée sur une mobilité incroyable, une précision chirurgicale et une endurance légendaire. Au cœur même du code Apache se trouvait une autodiscipline quasi monastique. Les garçons étaient entraînés dès un âge incroyablement jeune à endurer la douleur, la faim et soif et, peut-être le plus impressionnant, le silence absolu. Un vrai guerrier avait besoin de plus qu'un bras fort. Il avait besoin d'une volonté de fer qui pouvait plier mais jamais rompre. Il devait lire la terre comme un livre, traquant les ennemis par le moindre brin cassé et s'évanouir dans les canyons sans un bruit, comme un mirage. Le silence était considéré comme une vertu profonde, la vantardise était très mal vue. Les actions parlaient beaucoup plus fort que les mots, et les guerriers qui combattaient bravement au combat ne recevaient souvent aucune récompense extérieure, juste le respect silencieux et connaisseur de la tribu.
Pas de trophée de participation ici. La furtivité et la ruse étaient aussi prisées que la bravoure brute. Les Apaches ne considéraient pas les embuscades ou les tactiques de guérilla comme déshonorantes, ils les considéraient comme intelligentes, efficaces et orientées vers la survie. La loyauté envers son groupe et sa famille immédiate était sacrée comme un contrat familial non négociable. Les Apaches ne se battaient pas pour la conquête ou une grande expansion territoriale, ils se battaient pour une protection pure et simple. Les guerriers étaient les fiers défenseurs de leur patrie, les gardiens de la communauté. Les représailles pour les raies, les traités rompus ou les proches tués n'étaient pas seulement attendus, elles étaient absolument exigées. Pourtant, même leur vengeance était mesurée, l'imprudence n'avait absolument aucune place dans leur code soigneusement élaboré. Et en matière de résistance, peu de cultures ont enduré plus de pression et se sont battus plus férocement. Des Lédés, comme le légendaire Geronimo, sont devenus des symboles de défis ininterrompus, menant des campagnes de guérilla contre des chances véritablement écrasantes. Même capturés, exilés ou emprisonnés, de nombreux guerriers apaches refusaient simplement de capituler spirituellement. Leur code n'avait pas de place pour la soumission, il était littéralement ancré dans leur édin. Pour le monde extérieur, les Apaches étaient souvent injustement qualifiés de sauvages, mais au sein de leur culture, le guerrier était un gardien d'un équilibre délicat, calme dans la voix, perçant dans le regard et mortel dans l'action. Ils ne recherchaient pas une idée abstraite de la gloire, ils essayaient littéralement de maintenir leur monde intact, un pas silencieux et incroyablement discipliné à la fois. Enfin, voyageons au cœur de l'Inde du vicieux siècle, une terre prise dans un tourbillon chaotique d'empires en conflit et d'oppression religieuse. Ici, au milieu du tumulte, surgit une fraternité guerrière véritablement sans pareillement sale Khalsa, les soldats saints du sikhisme. Formé par le visionnaire Guru Gobind Singh en 599, le Khalsa n'était pas seulement une force de combat, c'était une révolution morale compléveloppée d'une armure, animée par un code qui fusionnait harmonieusement une profonde dévotion spirituelle et une résistance absolument intrépide. Ces gars-là étaient essentiellement des super-héros spirituels armés d'épées. Le code guerrier sikh était révolutionnaire à deux égards majeurs. Premièrement, il était étonnamment égalitaire. Le Khalsa rejetait complètement la caste, la richesse et la lignée, ce qui, dans l'Inde du XV siècle, était comme dire que l'on allait abolir la gravité. Chaque membre prenait le même nom de famille. C'est signifié lion spécifiquement pour effacer toutes ces lisions sociales agaçantes. Un bol fermier se tenait soudain côte à côte avec princes tous deux égaux, tous deux des lions. Ils se battaient non pour la conquête ou le gain personnel, mais pour une justice pure et simple pour la protection des opprimés, quelle que soit leur religion ou leur origine. Parlez-moi d'une déclaration de progressiste. Deuxièmement, il exigeait une discipline inébranlable. Dès leur initiation, les guerriers Khalsa faisaient des vœux sacrés, le maintenir la droiture, ne jamais se couper les cheveux et ne jamais s'adonner à l'intoxication, pas d'ancienne beuverie pour eux, et ne jamais nuire aux sans-défense. Ils portent également 5 symboles célèbres, les 5 quais. Qu'est ses cheveux non coupés, Kara un bracelet de fer, Kanga un peigne en boise, Kashra et des shors comme des sous-vêtements tactiques antiques et Kirpan une épée cérémonielle. Chacun de ceux-ci revêtait une signification spirituelle profonde, mais le kirpan, en particulier, n'était pas seulement un accessoire de mode, il signifiait leur devoir solennel de s'opposer à la tyrannie et à l'oppression. L'ensemble du code était bâti autour du concept profond de Miri-Piri, un équilibre magnifique et dynamique entre le pouvoir temporel, la capacité de combattre et de protégeur et la sagesse spirituelle et le calme intérieur et la boussole morale. En guerrier, Khalsa n'était pas seulement un combattant, il devait méditer, servir les autres et rester un-même au cœur de la bataille. La guerre était toujours un dernier recours,
ne devant jamais être guidés par l'ego ou la vengeance personnelle, mais seulement pour défendre la droiture. Se battre n'était pas une question de rage, c'était une question de profonde responsabilité, et quand ils se battaient, mon Dieu, ils se battaient férocement. Les guerriers Khalsa ont tenu tête au puissant empire moghol, souvent ridiculement moins nombreux, mais jamais, au grand jamais, en manque de volonté. Leur cri de guerre n'était pas seulement un slogan, c'était une puissante déclaration de but, un rugissement spirituel. La trahison du code était incroyablement rare, principalement parce qu'elle était intrinsèquement liée à l'identité même de l'individu, à son âme. Être Khalsa n'était pas seulement un titre que l'on gagnait, c'était un vu à vie, un pacte sacré de courage, de service désintéressé et d'ultime sacrifice de soi. Le guerrier sikh ne se battait pas pour la gloire, pour la terre ou pour l'empire, il se battait parce que c'était son devoir divin. Et ce faisant, le Khalsa a forgé un héritage d'égalité intrépide et de force morale qui inspire encore les guerriers de conscience aujourd'hui. Ainsi qu'il s'agisse des samouraïs s'éventrant méticuleusement, des vikings espérant une fête dans l'au-delà, des romains étant les ultimes drones corporatifs, des chevaliers aux prises avec leur amour courtoise, des spartiates transformant les bébés en machines à tuer, des mongols gérant le monde comme un service de livraison très agressif, des zoulous formant des lignes de bataille humaine, des apaches disparaissant dans le désert comme des fantômes, ou des sikhs mêlant illumination spirituelle et raclée vertueuse, une chose est claire. L'humanité a une histoire véritablement bizarre et infiniment fascinante de dire à ses guerriers comment vivre, comment se battre et comment sortir de scènes de manière spectaculaire. Cela vous fait vous demander à quoi ressemblera notre futur code guerrier, n'est-ce pas? Probablement beaucoup de pilotage de drones et des applications de pleine conscience obligatoires. De rien,